Merci, donc rebonjour à tous. Pour cette dernière partie, nous allons parler de réponse dynamique d'une structure sur inclusion rigide avec une approche multi-échelle. Et donc, différents partenaires vont intervenir et je vais laisser l'introduction à Jesús Pérez de Terrasol. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une sorte d'introduction. Donc là, bon, après les choses qu'on a déjà vues avant, lors des séances précédentes, il y a certains éléments qu'on a déjà vus, introduits de manière différente. Donc là, ici, je vais encore introduire certains concepts d'un point de vue un peu plus, plus état de la pratique, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces différents éléments, et surtout faire les liens, parce qu'il y a certaines études que vous avez vues parfois, il peut paraître un peu inconnexes. En fait, faire les liens entre tout ce qui a pu être fait par les différents partenaires du projet et voir comment ces études en fait viennent répondre à des questions bien précises et qu'en fait on peut les faire interagir, les faire parler. Et c'est dès là en fait que les projets comme la Siri Plus gagnent tout son intérêt. Ça nous permet en fait de répondre avec une certaine garantie, une certaine robustesse à certaines questions et donc faire évoluer la pratique de l'ingénierie. Donc je voulais commencer donc déjà pour revenir vraiment très à l'origine en fait, à la source de ces projets. En fait, pas de mystère en fait. Les projets est nés de la concaténation des questions. Donc beaucoup de monde qui se sont posés des questions. Il y avait les projets à Siri qui a répondu à énormément de questions. Donc beaucoup des praticiens qui ont commencé à appliquer cela dans leurs projets, ils sont très vite retrouver de nouveaux problèmes, de nouvelles questions, notamment lorsqu'ils s'est retrouvés dans des cas où ils avaient des structures qui étaient sollicitées, avec des sollicitations dynamiques, et notamment lorsqu'ils étaient sollicités par les séismes. Donc là, ici, je fais juste l'exercice de sélectionner quelques questions. Bien évidemment, il y avait énormément de questions. On pourrait passer ici tout l'après-midi, mais ce n'est pas l'objet. Donc on s'est posé beaucoup de questions, très variées, mais essentiellement, les plus importantes pour moi, c'était qu'on s'est demandé comment est-ce que la présence de ces inclusions dans les sols allait modifier la réponse de la structure, mais aussi la réponse du sol, en interaction directe avec ces éléments des renforcements. On s'est aussi demandé comment est-ce que ces éléments, les inclusions, les matelas, allaient être aussi sollicités. Parce qu'à un moment donné, il va falloir les dimensionner, il va falloir les vérifier. Du fait déjà du passage des ondes sismiques, les séismes doivent arriver à la structure. Donc, les premiers éléments qu'il va rencontrer, c'est les inclusions rigides et les matelas, mais aussi de la descente des charges transmises par la structure. On s'est demandé aussi comment est-ce qu'on peut tenir compte de cela lorsqu'on va calculer la structure. Donc on a l'habitude de calculer la structure tenant compte de l'ISS, mais là, en fait, on sort un peu de systèmes de fondation un peu les plus classiques. Donc on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut tenir compte des caractéristiques de ces systèmes de renforcement dans les études qu'on fait tous les jours. Bien sûr, la capacité portante, il va falloir la vérifier. Donc ça, on a déjà vu avant dans les présentations de la séance précédente. Et on s'est posé notamment comme question, on a déjà pas mal de retours d'expérience sur l'étude d'autres types de fondations. Fondations superficielles, fondations sur pieux. Est-ce que les observations, est-ce que les usages, les méthodes de calcul qu'on pratique pour ce type de fondations, on peut continuer à les appliquer pour étudier les structures qui sont fondées sur inclusion rigide. Est-ce qu'il faut les adapter? Est-ce qu'il y en a certains phénomènes qui se voient amplifiés ou qui, en fait, en quelque sorte, vont diminuer du fait de la présence des inclusions? Voilà, donc c'est aussi des questions que l'on s'est posées. Et donc, ce que je vais vous présenter dans la suite, c'est juste placer dans le contexte les différents éléments. Et donc pour cela, pour commencer, c'est comment est-ce qu'on s'est pris à cette tâche. Donc on a mis au profit toutes les méthodes disponibles au sein que les différents partenaires pouvaient apporter au projet. Donc on a profité du travail expérimental en centrifugeuse. Donc on a déjà vu ce matin, il y a énormément de choses qui ont été faites. À la fois sollicitation statique, sollicitation dynamique. On a fait en parallèle des analyses numériques.
donc des analyses numériques qui avaient deux objectifs principaux. Donc il y a tout un tas d'analyses. Donc leur objectif principal, c'était de reproduire les sessions centrifugeuses, aussi reproduire des éventuelles observations expérimentales, avec pour objectif déjà, dans un premier instant, pouvoir faire une vérification croisée, voilà, des analyses expérimentales et aussi des modèles numériques que nous utilisons. Et dans un deuxième temps, pouvoir étendre, parce qu'en expérimental, je pense que vous avez compris ce matin, on est limité, voilà, par les limitations des dispositifs. Donc on ne peut pas étudier tous les cas de figure qu'on va rencontrer dans la réalité. Enfin, il y a certains phénomènes qu'on ne va pas pouvoir reproduire d'une manière la plus juste. Donc on va devoir s'en servir. Voilà. Les modèles numériques sont beaucoup plus économiques à mettre en œuvre et beaucoup plus versatiles. Donc ça nous permet de valider ce type de modèles. Et en parallèle, toujours dans les cas des analyses numériques, on a aussi profité pour faire parler certaines méthodes de calcul largement répandues, et notamment des méthodes appliquées dans l'ingénierie comme les approches linéaires équivalentes, pour effectuer des études paramétriques. Ici, l'objectif, c'était, on va étudier comment un certain paramètre qui fait partie qui décrivent notre système de renforcement va impacter la réponse de notre fondation, de la structure portée, etc., etc. Donc ça a été l'occasion d'évaluer, voilà, tout un large nombre de paramètres. Donc là, bon, bien entendu, on est resté, on a ciblé 90% des cas qu'on va rencontrer dans la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des cas extrêmes pour lesquels on n'a pas pu étudier. C'est peut-être l'occasion de futures Assyrie 3, Métassyrie, etc., de les étudier. Mais dans l'étude qui a été déjà faite ici et qui va vous être présentée dans les présentations qui vont venir juste après cette introduction, on a pu déjà donner réponse à ça. Et donc maintenant, on a déjà un tas de connaissances améliorées sur comment certains paramètres, voilà, vont influencer la réponse des ouvrages. Et donc aujourd'hui, pour des ouvrages classiques, on sait déjà donner réponse et adapter les moyens de calcul et d'analyse aux justes besoins. Pour illustrer cela, et donc toujours d'un point de vue plutôt pratique d'ingénierie, donc là, je fais le même exercice qu'a fait Panos tout à l'heure. Là, j'ai fait juste à l'inverse. Je pars du simple pour aller au complexe. Donc on va imaginer l'étude d'un ouvrage sur inclusion rigide selon une approche de sujet-structuration, une approche de découplage basée sur une approche linéaire équivalente et ensuite des vérifications en force. Donc ici, j'ai illustré des données d'entrée, donc quelques étapes qui ne sont pas propres à un système des fondations sur inclusion rigide, mais dont on aura besoin pour faire ce type d'analyse. D'accord ? Donc la première étape, et c'est quelque chose qui a pu être fait et étudié dans les cadres d'Assyrie+, c'est de voir quel est l'effet de l'interaction cinématique. Donc on a deux phénomènes qui vont venir de l'interaction cinématique. D'un côté, comme Mathieu nous avait déjà évoqué tout à l'heure, il va y avoir éventuellement une modification du mouvement qui arrive à la base de la structure, d'accord, qui va venir solliciter la structure du fait de la présence des inclusions, éventuellement les matelas. Et on va avoir aussi un autre effet, c'est que ces éléments des renforcements, des inclusions rigides, du fait des passages de son sismique, en fait, ils vont être sollicités. Donc on va avoir aussi un chargement cinématique qu'il va falloir considérer lorsqu'on va dimensionner, vérifier ces éléments. Donc c'est l'étape d'interaction cinématique. Donc Zhu Xiangchen vous présentera en fait quelques conclusions, observations qu'on a pu faire lors de nos études paramétriques. La deuxième étape, c'est de caractériser les conditions d'appui de notre structure. On vise à étudier la structure sous chargement sismique. Donc un paramètre d'important, c'est savoir quelle est la raideur apparente à la base de la structure qu'il va falloir considérer pour l'étudier sous séisme. Un autre paramètre aussi important, c'est de savoir quel est l'amortissement introduit dans le système du fait de l'interaction sur les structures. Donc ces deux éléments-là, ils sont capturés suivant les formalismes, ce qu'on a l'habitude de connaître comme fonction d'impédance. Et donc on va voir dans la suite, c'est que pour certains types d'ouvrages, donc par exemple pour des ouvrages dont la fréquence des réponses, on est à très basse fréquence, on va voir qu'on peut déjà avoir quelques enseignements très importants sans besoin d'aller trop loin dans les modèles de calcul. Donc ça, pareil, pour la pratique de l'ingénierie, c'est très important d'adapter les niveaux de sophistication, de complexité des moyens de calcul. Et donc ça, Assyrie+ donne une réponse claire à ces sujets.
Ensuite, une fois qu'on a ces deux ingrédients, donc on connaît les signaux qui arrivent à la base de la structure, on connaît les conditions d'appui de la structure, on a juste qu'à l'introduire dans les modèles de notre structure et l'étudier sous chargement sismique. Donc là je ne vais rien de vous raconter de nouveau. Pour les ingénieurs structuristes dans la salle, c'est quelque chose que l'on fait depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il n'y a pas trop de mystères. Et donc, c'est ce qui nous permet d'avoir des efforts au tout poids de la structure. Et pour nous, géotechniciens, nous permet d'avoir notamment la réponse à la base de la structure, donc les torseurs maximales qu'on aura sous séisme. Ce qui nous permet déjà, donc on parle de vérification, calcul des inclusions rigides, d'avoir d'un côté les effets inertiels sur les inclusions rigides, ce qui vient de la descente des charges transmis par la structure à son support. Donc ça va nous permettre de calculer ces efforts inertiels. Donc pour cela, on fera appel à ces modèles que Panos n'aime pas, les modèles de type Winkler, qui sont largement répandus dans la profession. Et donc leur seul but, enfin, on peut les utiliser pour beaucoup d'autres usages, mais leur but principal, c'est de étudier en fait la réponse locale de ces éléments des fondations. Voilà. Donc, sous l'effet d'une descente des charges appliquée en tête de ces inclusions-là, on va pouvoir avoir les efforts tout le long des pieux, que ensuite on pourra combiner avec les efforts d'interaction cinématique et avoir les efforts de dimensionnement pour ces éléments des renforcements. On pourra bien entendu avoir tous les éléments nécessaires pour vérifier la structure et la dimensionner sous séisme. Et un autre élément qui sera important pour nous, en tant que géotechniciens, c'est de pouvoir avoir les torseurs qui nous permettra de faire la vérification des stabilités sous séisme de notre ouvrage. Donc notamment la vérification des capacités portantes dont on a déjà parlé lors de la séance précédente. Ce schéma-là, donc vous voyez ces différents points, les projets série plus apportent pas mal d'enseignements, pas mal de clarifications et de nouvelles informations. Donc c'est ce qu'on connaît, une approche sur ces structurations, une approche de superposition, et qui finit par une vérification en force. C'est-à-dire on a un torseur qu'on compare au domaine de stabilité. Si les forces restent à l'intérieur de ces domaines, ça veut dire qu'on peut garantir la stabilité de notre ouvrage selon une approche statique. Si nous sommes à l'extérieur, on a deux choix. Soit on revient au point de départ, on change le dimensionnement de notre ouvrage, soit on peut se donner les moyens pour passer à l'étape suivante, c'est passer à une approche de vérification en déplacement. Là, les seuls changements par rapport à ce que je viens de vous montrer, donc si on reste dans la logique d'une approche de superposition, les seules étapes à modifier seraient les calculs de la structure. Cette fois-ci, on ne fait pas la vérification a posteriori, mais on introduit ces mécanismes non linéaires dans les calculs. On pourrait bien sûr faire un calcul élément fini non linéaire 3D complet, tout ce que l'on veut, en mettant toutes les lois de comportement non linéaires que l'on veut, mais on sait tous qu'aujourd'hui, même avec toute la capacité de calcul qu'on a à disposition, c'est quand même très onéreux, ce n'est pas faisable. Donc pour la pratique d'ingénierie, un point sur lequel les projets série plus a permis de travailler et donc avancer, c'est les approches que l'on connaît sous le nom des macro-éléments. Ce qui nous permet en fait d'introduire, donc à la base de la structure, qu'on peut représenter de manière plus ou moins sophistiquée, un élément qui garantit le couplage entre les différents degrés de liberté et qui nous permet de vérifier à tout instant de temps le respect ou non de ces critères de stabilité, que ce soit en glissement, on perd des capacités portantes. Lorsqu'on est à l'intérieur du critère, on reste linéaire, donc le calcul continue à tourner. Lorsqu'on viole les critères, il faut juste quantifier quel est le déplacement qui est cumulé du fait des dépassements du critère. À la fin du calcul, ce qu'on va avoir, c'est les déplacements induits par les séismes, que l'on va devoir juste comparer à quels sont les déplacements admissibles par l'ouvrage. Si l'ouvrage est en mesure d'accepter les déplacements qu'on a calculés, tout est vérifié. On vérifie son stabilité sous séisme. Sinon, il va falloir soit changer le dimensionnement, soit revenir au point de départ. Donc, dans la suite, ce que vous allez voir comme présentation, donc on va parcourir ensemble la réponse cinématique et inertielle des fondations.
donc orienté à des inclusions pour des diamètres courants pour la plupart des ouvrages courants qu'on construit aujourd'hui. Voilà. Donc Charvel nous présentera les simulations numériques des stations centrifugeuses. Donc on verra qu'il y en a certaines observations centrifugeuses, en dehors de certains cas un peu très ponctuels qu'on a pu voir ce matin, qui peut peut-être pas être représentatifs. Certains enseignements centrifugeuses nous permettent de valider, par exemple, l'approche linéaire équivalente. Et on finira, en fait, on essaiera d'avoir un peu une vue un peu plus large, de voir, enfin, c'est un aspect qui n'est pas propre aux inclusions rigides, mais c'est intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on peut combiner la prise en compte de l'ISS tenant compte des inclusions rigides à d'autres phénomènes, comme ça peut être la réponse, les phénomènes des réponses des effets des sites. Voilà, c'est présenté par Fernando. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir regardé tout ensemble sur le problème de capacité portante en mode pseudostatique, maintenant je vous propose d'explorer quelques enseignements sur la réponse cinématique inertielle des fondations sur inclusion rigide, issue des vrais calculs dynamiques. Donc, l'approche de sous-structuration est généralement conduite quand on traite des problèmes d'interaction dynamique sur la structure. Donc, dans cette présentation, on va regarder tout d'abord l'effet cinématique pour la fondation sur sol renforcé par les inclusions rigides. Ensuite, on s'intéresse à la manière dont les conditions d'appui d'une structure fondée sur le sol renforcé par inclusion rigide évoluent en fonction de sollicitation via le formalisme de fonctions d'impédance dynamique. Donc, les ondes sismiques se propagent dans le sol, traversent les zones renforcées avant d'arriver au niveau de l'ouvrage supporté. L'effet d'interaction cinématique a deux impacts majeurs. En premier lieu, la présence des inclusions rigides va impacter la propagation d'ondes sismiques. Donc, il peut y avoir une modification des signaux qui arrivent à la base de fondation. En deuxième lieu, la déformation cinématique qui accompagne des propagations d'ondes sismiques pour ajouter des sollicitations cinématiques sur les inclusions qui peuvent être dimensionnantes pour les inclusions rigides. Donc, pour adresser à ces deux problèmes, on a utilisé une modélisation numérique hybride qui combine à la fois la formulation éléments finis pour modéliser les structures et fondations et les éléments de renforcement des inclusions rigides et la formulation éléments de frontière. Plus précisément, il s'agit des équations intégrales de frontières qui intègrent déjà des solutions préétablies pour prendre en compte le sol. Le système dodal la réponse de ce système dodal est obtenue par la superposition de ces trois structurations résolues dans le domaine fréquentiel. Donc voilà pour étudier la modélisation éventuelle, modification éventuelle de signaux qui arrivent à la base de fondation. Ici, on propose un facteur d'interaction cinématique sous sollicitation sismique qui consiste en un rapport de pseudo-accélération au niveau de fondation pour une configuration avec les éléments de renforcement ou d'autres types de fondations. Et la pseudo-accélération qui arrive en surface d'un champ libre PSA 0. Donc, pour cet facteur, on a calculé plusieurs configurations de fondation avec 5 axiogrammes, sismiques pour la comparaison. Donc, le premier cas, il s'agit d'une fondation superficielle fondée sur une petite couche de madéla granulaire. On voit la courbe orange à l'écran. Ce facteur est à peine différent de l'unité. Ça veut dire que le signal n'est quasiment pas modifié pour cette configuration de fondation. Ensuite, on a aussi fait le calcul pour une fondation sur
sur pied. Donc on voit que pour le basse fréquence, il n'y a quasiment pas de modification. Par contre, pour haute fréquence, il y a une diminution de l'ordre de grandeur de 25% qui est observée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec les inclusions rigides? On a conduit également les études pour cette configuration. Fondation sur Mandela avec le renforcement par les inclusions. Donc, ce qui est intéressant de constater, c'est que pour la plage de basse fréquence, il n'y a quasiment pas de modification de signaux. La seule diminution de l'ordre de grandeur de 10% qui existe sur la plage de fréquence de haute fréquence, c'est-à-dire pour la plupart des cas qui s'intéressent à faire des calculs pseudostatiques, on n'a pas besoin de considérer la modification des signaux pour des ouvrages fondés sur les inclusions rigides. Le deuxième problème concernant l'effet cinématique, c'est moment fléchissant cinématique. Donc avec la propagation d'ondes, il y a des moments fléchissants cinématiques additionnels au sein des inclusions. Donc, il est souvent de faire appel à une approche pseudostatique en utilisant des modèles type Winkler, qui n'est pas bien aimé par professeur Gotonis, avec le profil de déformation correspondant au premier mode de la colonne de sol. Donc ici, on se pose la question, est-ce que cette approche pseudostatique est toujours valable? Si la réponse est négative, c'est quoi la limite de cette approche pseudostatique? Donc ici, on fait appel à une approche dynamique. Donc voici une comparaison entre ces deux approches. On a tracé l'enveloppe de moments fléchissants cinématiques à la droite de l'écran. Donc on voit que généralement, l'approche dynamique est l'approche pseudostatique. Ces deux approches-là partagent la même tendance de moments fléchissants. Cependant, la seule différence existe au niveau des interfaces, c'est-à-dire au niveau de l'endroit où il y a le contraste de rigidité. Donc voici, il y a une figure qui résume les trois types de profils qu'on a étudiés, le sol mou, une couche de sol mou, ou bien deuxième profil avec une couche raide en tête, un troisième profil, on intersecte le sol mou par une couche raide. Donc ici, on a tracé les différences des moments entre ces deux modèles en fonction de contraste de rigidité, c'est-à-dire la vitesse de propagation d'onde de cisaillement de sol raide divisé par celle de sol mou. Donc, il est intéressant de constater ici, c'est que pour la plupart des cas, c'est-à-dire avec un contraste de rigidité inférieur à 3, l'approche pseudostatique donne toujours des résultats donne toujours une estimation par excès, c'est-à-dire un résultat conservateur. Cependant, pour des cas avec un contraste de rigidité un peu plus important, je dirais de l'ordre de grandeur avec un rapport de vitesse plus supérieur à 3, on a observé que l'approche pseudostatique n'est pas donne pas de résultats dans le côté sécuritaire. Donc, il semble que le modèle, l'approche dynamique semble préférable pour des configurations, pour cette configuration avec contraste de rigidité important, pour ne pas sous-estimer le moment fléchissant cinématique. Quelques enseignements ici. Donc, concernant la modification des signaux qui arrivent à la base de fondation, on dirait que cet effet est globalement négligeable, notamment à la basse fréquence. Concernant le moment fléchissant cinématique, donc pour les interfaces avec le contraste de rigidité important, il est préférable d'utiliser un modèle dynamique pour capturer les moments fléchissants dans les inclusions. Passons maintenant sur les fonctions d'impédance, amplification dynamique. On s'intéresse maintenant comment la fondation réagit sous sollicitation dynamique. Donc voici une configuration de référence qui s'inspire de celle susceptible d'être rencontrée dans les ouvrages fondés sur les inclusions rigides en zone sismique. En parallèle, on a proposé des autres
d'autres configurations complémentaires en faisant varier à la fois un paramètre qui décrit le système de renforcement, par exemple le diamètre, espacement, taux de substitution, dimension des fondations, etc. Donc si on regarde tout d'abord le header dynamique, ici, pour avoir un point de repère, je calcule également les impédances pour les fondations superficielles et fondations sur pieux. Ici, le résultat pour le header dynamique, il est présenté, il est normalisé par le header statique de fondation superficielle, est présenté en fréquence adimensionnelle à 0. Si on regarde la direction horizontale, il est intéressant d'observer que la fondation sur sol renforcée par les inclusions rigides, on a quasiment le même header dynamique en fonction de fréquence par rapport aux fondations sur pieux. Cependant, si on regarde la direction verticale et rotationnelle, la fondation sur sol renforcée par les inclusions rigides se trouve entre le coupe orange, fondation superficielle, et la fondation pieux, et le coupe verte, fondation sur pieux. De plus, ces headers dynamiques pour ces trois types de fondations partagent la même tendance d'évaluation en fonction de fréquence. Le même constat peut être fait pour le taux d'amortissement. Pour la direction horizontale, on voit que les fondations sur sol renforcées par des inclusions rigides, il y a quasiment le même amortissement par rapport aux fondations superficielles. Cependant, en revanche, pour vertical et rotationnel, l'amortissement pour une fondation fondée sur sol renforcé par des inclusions rigides est plutôt proche de celui d'une fondation sur pieux. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est le facteur d'amplification dynamique. Ce facteur constitue un rapport de U oméga, c'est-à-dire la réponse de fondation sous sollicitation dynamique harmonique, et la réponse de la même fondation sous sollicitation statique monotone de même amplitude. Donc, l'intérêt de ce facteur, c'est qu'il permet d'identifier tout de suite si ce facteur est supérieur à 1, on a une amplification dynamique observée due à l'effet dynamique. Donc, si on regarde direction par direction, concernant direction horizontale, on voit que la fondation sur inclusion rigide, il a le même courbe, il a le même facteur d'amplification dynamique par rapport à une fondation superficielle. Cependant, pour direction verticale, rotationnelle, on voit que le pic de facteur d'amplification dynamique pour fondation sur inclusion rigide est beaucoup plus petit que le pic de courbe de facteur d'amplification dynamique pour fondation superficielle. On voit ici l'effet de renforcement. Dû aux inclusions. Je dois accélérer. Donc, on a aussi fait des calculs pour d'autres configurations avec un diamètre 0,32 par exemple, 0,52. On peut avoir on a constaté la même observation. Donc, ce qu'on peut retenir comme enseignement ici, c'est que pour la direction horizontale, le header dynamique, amortissement et amplification dynamique sont comparables à une fondation superficielle. Ce constat est fait pour plusieurs configurations. Sinon, si on regarde les directions verticales rotationnelles, header dynamique entre fondations superficielles, pour une header dynamique pour une fondation renforcée par inclusion rigide se trouve entre fondation superficielle et fondation profonde. Son amortissement est comparable à la fondation profonde. Et l'amplification dynamique est aussi comparable à la fondation profonde. Donc, avec tous ces enseignements, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est l'application qu'on peut envisager pour la pratique d'ingénierie? Donc, ici, est-ce qu'on peut utiliser un modèle plus simplifié, c'est-à-dire une fondation sur sol avec module équivalent? Donc, si on regarde le comportement horizontal, on connaît déjà la réponse parce qu'avec la comparaison que je vous ai montré tout à l'heure, donc ici, je vous présente le rapport de header dynamique entre une fondation sur sol avec des inclusions et une fondation sans inclusion. Il est clair que pour la basse fréquence, c'est légitime d'utiliser un modèle simplifié, c'est-à-dire ne pas modéliser les inclusions pour estimer la header ou bien l'impédance
dynamique pour la basse fréquence. Même constat peut être fait pour les amortissements. En revanche, si on s'intéresse à la direction verticale, rotationnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, si on regarde le projet Azeri 1, c'est-à-dire la recommandation Azeri en 2012, on peut trouver le modèle qui nous permet de caler les modules équivalents pour le sol. C'est-à-dire c'est un calcul pseudostatique avec cellules élémentaires sol inclusion. Par exemple, le modèle biphasique simplifié proposé par Monsieur Bruno Simon, malheureusement qui n'est pas là aujourd'hui. Voici c'est le rapport entre les deux modèles. Dans le modèle avec fondation superficielle, on utilise le modèle déterminé par le modèle biphasique. On voit que le résultat est plus ou moins pas mal. Enfin, si on regarde la direction horizontale, verticale, si on estime les impédances, la raideur dynamique avec cette approche, on est plus ou moins à une approximation satisfaisante avec une marge inférieure à 20%. Le même constat peut être fait pour la direction, pour les taux d'amortissement. Donc, en guise de conclusion, dans cette étude, on a étudié des fonctions d'impédance et l'amplification dynamique. On a observé qu'il y a une forte anisotropie introduite par le renforcement. L'impact sur la propagation d'ondes des ondes sismiques liées à l'effet d'interaction cinématique, on peut dire que cette modification est négligeable. Concernant le dimensionnement des inclusions rigides sur les situations sismiques, on conseille qu'il est préférable d'utiliser le modèle approche dynamique pour des forts contrastes de rigidité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Johnny. Je suis chercheuse de recherche chez l'Université Gustave Eiffel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail numérique sur la modélisation par macroéléments pour la fondation renforcée des inclusions rigides. Et en fait, c'est une partie de la thèse de Hamon sous la direction de Panos, Julio et moi-même. Aujourd'hui, Hamon ne peut pas venir, donc je vais vous présenter son travail à sa place. En fait, cette partie a été bien déjà présentée bien par Panos. Je vais être rapidement. Oui. Ok, voici le plan pour ma présentation. Je pense que nous avons parlé beaucoup l'objectif de cette recherche. Donc, nous avons des séismes en France et les risques de séisme ont été bien identifiés sur la carte. Donc, de notre côté, nous allons étudier numériquement le comportement de fondation renforcé par des inclusions rigides par la méthode macroéléments. Franchement, c'est la première réalisation de macroéléments sur des inclusions rigides. Franchement, nous n'irons pas très loin pour simuler un battement réel, parce que c'est compliqué quand même. Donc, nous allons focaliser uniquement pour la simulation des essais centrifugeux et aussi la validation de sa performance. Oui, c'est le but de cette recherche. Comme on l'a présenté déjà par Panos, en fait, macroéléments, c'est juste un point non linéaire. Donc, tous les phénomènes non linéaires, ils sont représentés juste par seul élément comme ça. Donc, aussi, c'est une méthode simplifiée, comme l'a dit Panos. En fait, macroéléments, c'est une loi de comportement entre la force et le déplacement, mais dans une plus grande échelle. Mais si macroéléments, c'est une loi de comportement, on peut l'utiliser la théorie classique, par exemple l'élastomoplastique théorie pour nous aider pour construire le macroélément. Donc on peut définir que le déplacement
l'enquillement de déplacement par élastique et plastique. Aussi, on peut définir que l'enquillement de la fosse. Aussi, il faut aussi définir bien la surface rupture. Et aussi, nous avons aussi la loi d'écoulement, aussi la condition consistante. Ensuite, je vais vous présenter un par un. Mais je vais être rapide parce que cette partie a déjà présentée par Panos. Donc, le comportement élastique, cette partie c'est simple. On peut simplement utiliser l'équation de Gauss pour définir que le comportement élastique. Mais en fait, la chose plus importante, c'est la surface rupture. Comme l'a présenté par Lucien, donc en fait, il y a pas mal, beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser pour trouver la surface rupture. Lucien, il a utilisé la méthode, comment il s'appelle, la méthode de l'état limite. Et ici, avec Panos, avec Ramon, avec Julio, nous avons utilisé la méthode directe simulation par les éléments finis. Oui, je pense que Panos il a déjà présenté ça. Oui, la méthode pour trouver la surface rupture dans l'espace de force. En utilisant la même méthode, on peut également trouver la surface dans l'espace de moment. Oui, c'est comme ça. Finalement, on peut trouver une équation analytique pour la 3D surface. Pour le développement de plasticité, dans le test de Ramon, en fait, nous avons défini en petite surface dedans la surface limite. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut obtenir une transition progressive avant touche la surface limite. Mais il faut mentionner la forme de cette petite surface. Il a la même forme très similaire de la surface limite, mais sa taille est plus petite. Oui, c'est comme ça. Nous avons une petite surface antérieure de la surface limite. Pour garantir le bon tassement de la fondation, il faut changer aussi le plastique potentiel. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que si on va utiliser la surface en couleur rouge, donc en cette partie, nous avons le tassement. Mais dans cette partie, nous avons le soulèvement. En fait c'est pas vrai. En réel. Donc, il faut modifier un peu la surface de potentiel. Comme ça, donc, en cas pour une fondation plus lourde, on peut obtenir le tassement plus important, mais si le poids propre de la fondation est pas important, on peut obtenir le tassement plus petit. Oui. C'est pour ça qu'il faut modifier la surface de plastique potentiel. Oui, une fois encore, nous avons tous les éléments pour construire macro-éléments. On peut les mettre tous dans casserole. Oui, je pense que nous allons simuler le test scientifique comme ça. Parce que c'est une configuration très simple, parce qu'il y a juste 7 puits au-dessus le bâtiment. Pour reprendre la question de Fernando, donc en fait,
la méthode de macroéléments est très simplifiée. Donc, la propagation des ondes sésamment ne peut pas être considérée dans le macroélément. Donc, on ne peut pas utiliser le signal dentier plus fond du sol. Il faut prendre direct le signal dans la surface du sol. Oui. C'est aussi une limitation de notre macroélément. Mais voilà, c'est le même résultat qu'on présenté par nous. Oui. Principalement, les résultats en termes de déplacement et rotation, ils sont OK, mais il y a un peu de souci avec le tassement. Aussi, il faut mentionner que pour la même simulation, pour les éléments finis, la simulation prend un jour avec 4 CPU. Chabel, il va présenter tout à l'heure la simulation par éléments finis. Mais pour macroélément, ça prend juste 10 secondes pour finir la même simulation. C'est aussi le grand avantage de méthode de macroéléments. OK. Ça, c'est une autre simulation. Pour quel oui, c'est pour lander petite amplitude. Oui, je pense que Panos il a déjà présenté comment faire pour corriger le tassement pour le macroélément. Voilà. Remarque, en nouveau macroélément a été bien établi dans le test de Hammond. Donc, sa performance a bien validé par des essais scientifiques. Et aussi, la performance de macroélément est bon et efficace. Mais il reste pas mal de choses à faire à l'avenir. Par exemple, maintenant, le macroélément est uniquement pour la configuration comme ça. Mais pour les autres configurations comme ça, je ne sais pas comment faire le macroélément. Peut-être il faut refaire la simulation pour trouver une fois encore la surface rupture. Mais peut-être. Et aussi, la calculation de l'amortissement de rayonnement, il faut améliorer un peu. Aussi, maintenant, le macroélément, c'est juste pour le changement de sismique pour en direction. Mais très souvent, en réel, le changement de sismique, c'est combiné par la direction différente. Il faut tenir compte des effets de multiple directions de changement de sismique. Voilà. Merci. Concernant les modèles aux éléments finis qui permettent d'identifier ou de retrouver le macroélément, quelle est la dimension du bac de sol autour des inclusions rigides qui permet d'avoir une solution, on va dire, convergée, pour ne pas avoir peu et pour ne pas en avoir trop? Quel est le rapport de dimension par rapport au diamètre, par exemple, de l'emprise des inclusions rigides qu'il faudrait considérer sur la base du REX issu de ce travail? Vous parlez de la simulation des simulations des éléments finis ou pas? Oui, les éléments finis qui ont servi à identifier le macroélément. Oui. Donc, moi, j'ai compris que voilà, donc l'expérience, c'est bien le bac de sol dans les conditions de bord qui sont associées. Mais si on veut utiliser ce macroélément en dehors des essais centrifugeuses, on est amené à considérer voilà, un domaine plus grand. Donc, quelle est la taille du sol qu'il faut considérer? Oui, tout à fait. Maintenant, la modélisation des éléments finis est basée sur exact la dimension des essais centrifugeuses. Donc,
En fait, les dimensions, ils sont très limitées. En fait, la taille du modèle est aussi, je pense qu'elle est aussi petite. Donc, je ne peux pas dire que il y a des grandes différences. Si nous allons grandir la taille le modèle. Mais je pense que Chabel, il va vous présenter tout à l'heure la dimension de le numérique. Ça veut dire que le macroélément que vous avez identifié sur la base de cet essai, moi je peux l'injecter dans un modèle, on va dire. C'est uniquement pour. Ouais, ok, oui, d'accord. Pour des essais. C'est cas dépendant. Oui. C'est cas dépendant. Oui. Ok. Merci. Mais c'est aussi une limitation de notre macroélément comme ça. Oui. Quel était le critère de rupture sur les modèles sur ces modèles-là, oui. En fait, quel était le critère pour juger qu'on atteignait la surface de rupture? Oui. En fait, c'est aussi une question. Je pense que Panos, il a déjà présenté. Donc, d'abord, on va présenter le courbe comme ça. Donc, on peut trouver le point avec deux lignes. Oui. C'est la méthode classique pour trouver la capacité potente. Oui. Mais bien sûr, en fait, il n'y a pas de limite en termes de vertical parent capacity, parce que la capacité peut être l'infini. Donc, c'est pour ça que c'est plus pratique d'utiliser la méthode avec deux lignes pour trouver le point. J'étais curieux, je ne sais pas si vous avez entendu la question ou la réponse peut-être, mais combien de temps vous mettez pour caler le calage du macroélément? Parce qu'après, on entend bien qu'on passe de 10 secondes à 4 jours, de 4 jours de calcul à 10 secondes. Pour la simulation, ça prend 10 secondes. Oui, mais pour la calibration, ça prend peut-être 1 mois, 2 mois. Ouais. Non, mais voilà, c'était la réponse que j'avais envie d'avoir. Oui, merci. C'est vrai. Oui. Honnêtement, oui, c'est vrai. Donc, rebonjour à tous. Donc maintenant, je vais vous présenter la simulation numérique des essais en centrifugeuse que j'ai présenté ce matin. Comme j'ai dit, on a fait, donc, ma thèse était répartie en 2 volets. Un volet expérimental, essais centrifugeuses, et en utilisant les résultats de ces essais en centrifugeuse, vu que les essais en centrifugeuse sont limités du point de vue matériel et du point de vue temps, c'est avantageux de créer un modèle numérique élément fini 3D qui va être calibré et validé à partir des résultats des essais en centrifugeuse. Donc, pour le modèle, la géométrie du modèle correspond à la dimension du modèle correspond aux dimensions à l'échelle prototype des essais du modèle réduit en centrifugeuse. Donc, on a 36 mètres de longueur, 14 mètres de hauteur. Et vu qu'on est dans un cas symétrique, on peut prendre la moitié du modèle. Et donc, on est à 9,5 mètres de largeur. Sur les conditions limites, on est à la base, on fixe dans les 2 directions Y et Z. Donc, le modèle, le sol peut se déplacer dans la direction uniquement X. Sur les 2 faces latérales, on fixe, on est dans une condition en champ libre, c'est-à-dire que le déplacement ici et de l'autre côté sont pareils. Et à la surface, on est en surface libre. Donc, pour les signaux d'entrée, on injecte à la base les mêmes signaux qu'on reçoit dans le modèle physique en centrifugeuse. Par contre, la différence ici, c'est que pour les essais en centrifugeuse, on applique les séismes et les sinus l'un après l'autre, parfois sans attendre la dissipation complète des surpressions. Donc, parfois, on n'est plus à l'état vierge, alors que là, on considère que notre modèle il est à l'état vierge quand on injecte les signaux. Donc, on a les sinus de 1 Hz à des sinus 1,8, 2,4, Landers et Northridge, et on a les faibles amplitudes, moyennes amplitudes et hautes amplitudes.
Premièrement, on a réalisé des simulations élastiques en vue de déterminer la fréquence de réponse en champ libre numériquement. Et on a trouvé une valeur de 2,3 Hz qui est très proche de la valeur qu'on avait trouvée expérimentalement. Ensuite, on a réalisé une approche linéaire équivalente, mais on a trouvé que l'approche linéaire équivalente aboutit à des bons résultats quand on injecte des séismes ou des sinus à faible amplitude. Par contre, les résultats sous forte amplitude ne sont pas très bien. Donc, on a complexifié plus notre modèle et on a considéré une loi de comportement avancée, un modèle avancé, le modèle hypoplastique. Donc, le modèle hypoplastique, en définition, c'est un modèle, contrairement au modèle ordinaire qu'on connaît comme Moore-Coulomb et Kamm-Clay. Pour le modèle hypoplastique, on n'a pas de surface de charge et le comportement est régi par une équation qui lie un tenseur de taux de contrainte au tenseur de taux de déformation. Et on a deux tenseurs L et N qui régissent le comportement, L linéaire et N non linéaire. Donc, on a deux modèles hypoplastiques, le modèle sable et le modèle argile. Donc on a une liste de paramètres. Donc, on a plusieurs paramètres pour simuler le comportement de l'argile et du sable qu'on va calibrer. Donc, pour l'argile, ça, c'est la liste des paramètres. Les 5 premiers paramètres sont des paramètres qui régissent l'état critique et qui sont calibrés à partir qui sont trouvés déjà dans la littérature, Altaba, Hong et dans la thèse de Jesus Pérez. Et pour les 5 derniers paramètres, on les a calibrés en ajustant des courbes de dégradation de G et G max et de l'amortissement, ainsi que des essais triaxiaux. Donc, pour cela, on a simulé des essais triaxiaux sur un élément de sol, et avec les résultats de la littérature de Frich et Boisside en 2015, on a pu calibrer, on a varié les paramètres de façon à ajuster les résultats numériques à ces résultats expérimentaux. Et en même temps, il faut aussi ajuster la courbe de dégradation du module de cisaillement avec la loi de Darendelli pour les argiles. La limitation du modèle hypoplastique, c'est que c'était impossible de calibrer l'amortissement. Donc, on se retrouve avec des valeurs d'amortissement plus grandes que ce qu'on devrait avoir. Donc, pour les sables, on a utilisé les paramètres aussi de la littérature et précisément dans la thèse de Jesus Pérez. Et ce sont les paramètres qu'il avait proposés. Et je note que les paramètres qu'on avait utilisés pour le sable à la base, c'est les mêmes qui ont été utilisés pour le sable, pour la plateforme de transfert de charge. Donc voilà les 6 configurations qu'on a utilisées. Donc on a les champs, le free field, le sol renforcé, et les 2 cas avec bâtiment haut et bâtiment bas, et du sol renforcé et non renforcé. Donc pour les bâtiments, on a considéré la loi élastique linéaire, et les paramètres, les modules Young des bâtiments, ainsi que la densité des bâtiments a été modifiée numériquement, vu qu'en expérimental, on considère des cylindres creux. Par contre, en numérique, c'est des cylindres pleins. Donc, on a modifié de façon à avoir la même masse du bâtiment, la même hauteur du centre de gravité, ainsi que la même fréquence de résonance. Pour les inclusions rigides, pour modéliser les inclusions rigides, en fait, lors de la construction du modèle, il y a des éléments de sol qui sont préparés de façon à avoir la géométrie des inclusions rigides. Et pour les simuler, on change uniquement le paramètre de ces éléments et on insère les paramètres des inclusions rigides. Donc pour cette présentation, je vais me limiter aux 4 cas, avec le bâtiment haut et sans bâtiment. Donc, pour la validation du modèle, je présente ici l'accélération à plusieurs points dans le sol en champ libre. Donc, on a 2 dans le sable et 3 dans l'argile.
Et ce qu'on peut voir, c'est pour le sinus de 1 Hz à 0,05 G, on peut voir qu'on peut répliquer très bien la réponse dans le sable, ainsi que dans l'argile et même à la surface. On a fait la même représentation pour des différents séismes et sinus, et on a observé que effectivement, pour la plupart, on a pu répliquer bien la réponse de la colonne en champ libre. Maintenant, si on considère les inclusions rigides, donc ici, je représente à droite l'accélération obtenue à la surface en champ libre, donc loin des inclusions rigides, et on peut voir qu'on peut répliquer en termes d'amplitude ce qu'on observe en champ libre, en free field. Et au niveau des inclusions rigides, à la tête des inclusions rigides, ici, on compare de même l'accélération. Et même chose, l'accélération sur les 4 inclusions instrumentées ainsi qu'entre les inclusions. Et même chose, on peut voir que le modèle peut répliquer ce qu'on observe à la tête des inclusions rigides. Donc en termes d'interaction cinématique, ce qu'on retrouve en expérimental, qu'avec la présence des inclusions rigides, on amplifie l'accélération à la surface, on peut le retrouver numériquement. Maintenant, en termes de moments fléchissants dans les inclusions rigides, donc ici, je représente 2 exemples de sinus 1 Hz 0,25 G et du Northridge 0,3 G, donc c'est des tirs à haute amplitude. Et pour la majorité des cas, donc sauf peut-être l'inclusion 2 ici, où on observe un peu des différences, mais globalement, on peut observer que le modèle hypoplastique réplique bien ce qu'on observe en termes de moments dans les inclusions rigides. Cela nous donne une information au niveau expérimental, vu que, comme ici, on n'a pas modélisé un contact entre les inclusions rigides et le sol, et on a obtenu des résultats satisfaisants. Cela veut dire qu'expérimentalement, on n'a pas observé un décollement entre les inclusions rigides et le sol. Maintenant, si on considère la présence du bâtiment, sans inclusion rigide premièrement, donc ici, je représente en temporel les rotations dynamiques qu'on a observées dans le bâtiment ainsi que le tassement du bâtiment. Et à droite, je représente les courbes moment-rotation et tassement-rotation. Donc ici, j'ai marqué que les simulations numériques, parfois, on ne peut pas converger. Donc, quand on observe une divergence au niveau du modèle numérique, ce qu'on a fait, on a diminué le pas de temps pour le séisme d'entrée pour pouvoir arriver à une convergence. Donc ici, on a refait la simulation ensuite et on a obtenu de la convergence. Mais ici, je voulais juste représenter que parfois, on a des problèmes de divergence. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'on peut, en termes de rotation, répliquer ce qu'on observe en termes de rotation dynamique. Par contre, on surestime ce qu'on observe en termes de tassement. Et si on regarde la courbe de moment-rotation, donc on peut répliquer les rotations. Par contre, on observe des courbes qui sont plus grandes. Cela montre que le modèle hypoplastique induit un amortissement plus élevé que ce qu'on trouve expérimentalement. Et finalement, avec le cas de la structure avec inclusion rigide, ici, on a pour le sinus de 1 Hz à 0,25 G, cette simulation, elle a pris beaucoup de temps à converger. Donc cette simulation seule a pris 5 jours. Parce que le pas de temps a été très très petit pour arriver à convergence. Mais au final, on a obtenu un résultat du modèle numérique qui peut répliquer les courbes moment-rotation expérimentales. Par contre, on surestime les tassements. En termes de moments, et on peut trouver aussi des résultats qui peuvent répliquer les moments dans les inclusions rigides. Maintenant, en termes de rotation résiduelle et tassement, donc comme on a vu avant, on surestime largement les tassements expérimentaux. Et même chose au niveau des rotations, on n'arrive pas à répliquer les rotations expérimentales. Donc ici,
Une proposition qu'on peut faire pour limiter le tassement, c'est d'augmenter l'angle de dilatance de la plateforme de transfert de charge pour minimiser le tassement. Donc voilà, en conclusion, on a utilisé le modèle hypoplastique pour simuler nos essais en centrifugeuse. Ce modèle a été validé par les essais, soit en champ libre en comparant l'accélération-déplacement. On a comparé les moments fléchissants, la rotation, donc la cinématique du bâtiment rotation, le tassement, mais on n'a pas pu répliquer les tassements et les rotations résiduelles des bâtiments. Donc par la suite, il s'agit de valider avec le cas avec bâtiment bas, ça n'a pas été encore fait, et pour plus tard, réaliser des études paramétriques pour analyser l'effet de la longueur des LI des inclusions rigides ou bien l'épaisseur de la plateforme de transfert de charge. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. C'est juste pour savoir si le calibrage du modèle numérique, comme il était donné en grandeur réelle, objectif réaliste, est-ce que les inclusions rigides, elles étaient entre guillemets modélisées avec la raideur des maquettes qui étaient un peu imparfaites, ou est-ce que c'est plutôt du béton, quoi? Comme référence, on a pris la rigidité à la flexion qu'on trouve pour le prototype, à l'échelle prototype, et vu qu'en expérimental, on utilise aussi des inclusions tubulaires, en numérique, on utilise des inclusions pleines. Donc, on a modifié le module Young de façon à avoir la même rigidité à la flexion prototype et numérique. En pointe, en fait, en numérique, on n'a pas le cône en pointe, donc c'est un cylindre. Okay. Merci. Et donc, je vais vous présenter un peu les travaux qu'on a fait dans le projet ACD+. Et en gros, c'est les travaux de Valeria Soto-Moncada, qui a été la postdoc qui a travaillé à la fin de ce projet-là. En sachant que ce que je vais vous montrer, c'est un peu une vision plus globale de ce qu'on peut faire avec les inclusions. Et c'est issu aussi d'un travail qui, disons, la dernière étape de ce travail a été la thèse de Valeria Soto aussi avec nous. Donc l'idée, c'était quoi? C'est de se dire, voilà, en général, vous avez des constructions qui se présentent dans des bassins ou dans ce qu'on peut calculer des effets de site. Et donc, on a vu aujourd'hui, dans tout ce qui a été la partie simulation numérique, des gens qui ont vous montré des façons de simuler avec des ondes planes et en 2D ou en 3D, en sachant qu'un peu dans la réalité, si on imagine, on aurait une source qui est quelque part, et si on a un type bassin de ce côté-là, en plus des ondes planes que vous allez voir ici, en surface, l'onde est un peu plus complexe, parce qu'on aura des effets de réfraction qui vont générer peut-être des ondes de surface si on se place proche des bords ou pas. Okay? Donc, comme je vous disais, ce travail il est un peu dans la continuité des autres ANR dans lesquels on a participé déjà. Donc, la première, c'était le modèle l'ANR Modulate, dans lequel on voulait étudier un peu pour répondre si je continue avec ce que Panos nous a dit tout à l'heure, en disant on se pose la question où est-ce qu'ils vont mettre les frontières de votre modèle élément fini. Nous, on a tranché, on a mis après la source sismique. Comme ça, on ne se pose pas de problème où est-ce qu'on va les mettre. Et donc, on va simuler la source sismique, ici par exemple. Donc, on va faire un modèle qui va depuis la source jusqu'à l'effet local. Et donc, pour cela, on va simuler un modèle à une vingtaine de kilomètres autour de la région où on va faire. On simule la source, comme je vous disais ici. Et là, ce que vous voyez ici dans la vidéo, ça, c'est la source. Et là, les petits points là, c'est le bassin. Donc, vous voyez la dimension entre un bassin de quelques centaines de mètres avec un modèle de quelques kilomètres, dizaines de kilomètres. Après, en utilisant d'autres travaux qu'on a réalisés en collaboration avec EDF, avec Codaster, on a implémenté la méthode de réduction de modèle qui nous permet de, par exemple, placer un modèle plus raffiné. Donc ici, une structure que vous voyez un peu qui tourne
à droite, à gauche, la structure elle est normalement censée être placée ici au milieu. Mais on ne va pas la simuler ici, on va transférer tous les mouvements complexes vers un modèle élément fini qui est là. Voilà. Donc, est-ce qu'on parle des côtés modèle régional, je rejoins ce que disait Yann ce matin. Bon, il y a eu 3 doctorants qui ont fait des thèses en éléments spectrales. Nous, on a hérité d'un des codes d'un des 3. Voilà. Donc, il y a quand même un enchaînement dans tout ce qu'on s'est fait ici. Voilà. Donc, l'idée, je vous disais, une fois de faire tout ça, on s'est dit, bon, maintenant qu'on est au côté ACD+, on va ajouter des inclusions rigides. Et vous avez vu tous les travaux de différentes personnes dans lesquels on va regarder c'est quoi l'effet des les inclusions sur la résistance et sur la réponse dynamique du sol. Nous, on a regardé un peu ce qui a été montré ce matin avec Donatien et Yann et Michael. On s'est vu que si on prenait en compte des chargements sismiques qui n'étaient pas simplement dans la direction verticale, on pourrait avoir des chargements un peu plus complexes, même des ondes de surface. Et qu'est-ce que ça pourrait aider l'effet d'avoir ou pas des inclusions en plus de la capacité de résistance verticale? On pourrait avoir ce qu'on appelle des métamatériaux ou des band-gaps. Ça veut dire un système qui va filtrer certaines fréquences du signal sismique et donc ça peut aider à réduire la charge qu'on va amener dans la structure. Voilà. Donc, on s'est dit, peut-être ça marche. Donc, on s'est mis dans un contexte qu'on avait déjà utilisé, un contexte qu'on appelle de performance-based design. Ça veut dire qu'on va essayer de voir de façon plus globale amener depuis l'aléa sismique jusqu'à la réponse de la structure, calculer un peu les effets qu'il peut avoir dans une structure. Donc, dans un des travaux précédents, le projet Modulate, ce qu'on avait vu, c'est que si on prenait en compte simplement l'interaction sur les structures, si je vais regarder la probabilité de dépasser un niveau d'endommagement dans une structure, si je prenais simplement l'interaction sur les structures, je serais dans la courbe grise qui est là. Et en général, si je ajoute les effets bassin et ondes de surface, j'aurai un décalage dans ces côtés-là. Si la structure, bien sûr, elle va résonner avec les ondes de surface, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un endommagement de la structure qui est donné par la présence d'un bassin et des ondes de surface. Maintenant, si je mets des inclusions rigides, théoriquement, je vais réduire cet effet. Donc, normalement, je pourrais imaginer de revenir un peu vers une conception plutôt classique. Mais voilà, tout ça, il faut l'étudier, tout ça, il faut regarder un peu des choses. Voilà. Donc, pour cela, ici, ce que je vais vous montrer, c'est quelques résultats. Je ne vais pas donner tous les détails de la simulation, mais après, on peut discuter si vous voulez. Donc là, on a un pilier de pont, en général, ici, qui est non linéaire. Donc, il est simulé avec un modèle multifibre. Et donc, ici, vous voyez une réponse typique sur une fondation. Donc, un séisme que vous voyez là. Et vous voyez ici un peu les courbes d'hystérésis, moment courbure à la base de notre pont. Et en rouge, ici, vous voyez que la dissipation d'énergie, il incrémente au fur et à mesure qu'on charge notre pilier. Donc, ça veut dire qu'il rentre en non-linéarité. Donc, voilà, c'est une façon de contrôler cet état non-linéaire ou d'endommagement. Et donc, on s'est dit, voilà, on va mettre les piliers ici au milieu de ce modèle, cette cube des sols, et on va faire différentes configurations d'inclusion. Donc, une inclusion qu'on va mettre juste au-dessus de la fondation ou du pont, et une autre configuration dans laquelle on va mettre les inclusions autour de la fondation. Donc, ça, c'était plutôt une demande de Sylvie qui nous avait demandé de regarder cela, et c'était vraiment très intéressant, parce que ça nous donne aussi une autre idée. Donc ici, on ne va pas travailler les inclusions en tant qu'amélioration de la capacité portante, on va juste les traiter comme des barrières vis-à-vis des signaux. Donc, si on commence à regarder ça, on a fait un premier test, donc on a fait des sondes planes. Donc on a regardé les structures, on a mis ici des paraxiaux et des signaux qui sont là. Donc on a mis un ensemble de signaux, 80 signaux qui sont donnés de différentes amplitudes, différentes magnitudes, etc. Et donc on va regarder juste la propagation et la réponse ici à la base de la structure. Donc si je regarde dans cette figure, là vous savez la fréquence,
Et ici, j'ai un rapport logarithmique entre l'accélération spectrale à chacune des fréquences quand j'ai des inclusions et quand je n'ai pas des inclusions. Donc c'est un rapport logarithmique, ça veut dire que si c'est positif, bah, ce terme IR est plus grand, et sinon, bah, c'est le terme sans inclusion qui va gagner. Et donc, je crois qu'ici, donc vous voyez ici, à un moment donné, et là vous avez la fréquence de la structure, et donc ce qu'on va regarder ici, c'est que quand j'ai des inclusions, par exemple, l'amplitude spectrale, quand je mets des inclusions, bah, elle est réduite à ce niveau-là. Donc finalement, j'ai un effet, bien sûr, des barrières, donc qui va éliminer certaines fréquences qui m'intéressent. Donc ça, c'est les fréquences qui sont plutôt données par les ondes de surface, qu'on va mesurer dans ces bassins-là. Donc mon structure, elle est là, donc normalement, je m'attendrai à quelque chose qui va être en faveur du comportement de la structure. Donc, si je regarde plusieurs indicateurs, donc à nouveau sous le signal sismique, donc je vais regarder l'intensité d'Arias avec et sans inclusion rigide, et donc la ligne ici, c'est 1. Donc ça veut dire par exemple ici que j'ai pour des grandes valeurs d'intensité d'Arias, j'ai une différence ici quand j'utilise des inclusions rigides. Ça veut dire qu'ici, l'intensité elle est plus grande. Par contre, si je regarde d'autres paramètres, bon, je vais voir des différences plus ou moins importantes ou non. Voilà. Donc on a fait tout ça pour tout l'ensemble des paramètres. Après, si on regarde côté structure, bah, par exemple ici, il y a un cas particulier, un peu ce que je vous ai montré au début. Donc là, il y a les mêmes séismes pour les trois cas, avec sans inclusion rigide, les inclusions en bas de la fondation et les inclusions autour de la fondation. Donc là, vous voyez la courbe moment courbature. Et ici, on voit l'énergie dissipée. Donc, on voit que c'est pas, vous direz, c'est pas très, très grand, mais quand même, vous voyez que la courbe bleue, c'est celle qui produit le plus d'énergie dissipée. Les courbes rouges et jaunes, elles produisent moins d'énergie. Ça veut dire que l'inclusion a servi à réduire la demande en charge qu'il y avait dans la structure. Voilà. Après, si on regarde d'autres paramètres que vous avez vus dans les différentes présentations, donc ici, on va voir les déplacements au top de la structure avec et sans inclusion. Ici, vous allez avoir la rotation de la fondation. Et à nouveau, ici, l'énergie dissipée avec et sans inclusion. Donc voilà, vous voyez ce qu'on s'attendait le plus, les paramètres les plus affectés, un peu ce que vous avez montré précédemment, bah, c'est les rocking de la fondation. Bien sûr, parce qu'on est en train de changer la rigidité de la fondation. Donc il y a moins de rocking qui se présentent quand vous avez des inclusions. Bon, tout ça, maintenant, on l'a fait en deux plans. Maintenant, on va ajouter ça au modèle, donc au modèle SEM, couplé avec le modèle élément fini. Donc là, vous avez une caractéristique du bassin, et on va mettre notre modèle ici au milieu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc là, ce qu'on va voir, donc là, on a différentes positions de la structure à l'intérieur du bassin pour le même signal. Et ce que vous voyez ici un peu, c'est cette façon de voir qui apparaît des ondes de surface et donc surtout des ondes de LOF. Okay? Et donc, ce qui est un peu curieux, et c'est des choses à étudier, on n'a pas encore décidé, bah, c'est que dans certains cas, l'onde de LOF va produire une torsion sur la structure. Pourquoi? Parce que bon, elle est en train de tourner et la structure aussi va commencer à tourner. Donc, un effet positif qu'on pourrait avoir avec les inclusions, bah, ça va être peut-être une diminution de ces ondes de LOF qui se baladent un peu à la surface. Et aussi, bah, vous voyez ici, par exemple, d'autres types de phénomènes, mais à nouveau maintenant avec les modèles à grande échelle. Okay? Donc, vous voyez par exemple ici des rotations, des rockings à la base qui sont très, très importants. Voilà. Donc, juste pour aller un peu plus loin, donc voilà ce qui nous donne notre résultat. Donc, si on prend juste les ondes planes, donc les modèles simples, ce que vous avez ici, c'est une comparaison entre les déplacements au top de la structure en fonction de l'énergie dissipée par les modèles. Donc, ça, c'est deux types d'endommagement qu'on va regarder. Chacun choisira ce qu'il peut voir.
un endommagement qu'on peut appeler global et un endommagement plutôt local. Et donc, vous avez cette différence qui est là, quand on utilisait simplement des réponses du modèle de la structure en base rigide. Et là, maintenant, si on regarde quand on a l'effet d'interaction sur les structures, on voit un peu un shift de la réponse du modèle dans ce sens-là. Mais bon, comme c'est normal, c'est un peu la vulnérabilité de la structure. On voit que ça donne des choses un peu dans le même ordre. Maintenant, si on considère l'effet 3D avec les modèles grands, là, vous voyez commencer à voir qu'il y a des différences. Donc ça, c'est par exemple les trois signaux, modèles sous le même signal. Donc ici, c'est les modèles sans inclusion, et là, c'est les modèles avec inclusion. Donc là, vous voyez déjà une petite différence en termes de déplacement au top de la structure. Pour d'autres cas, ce n'est pas si important, on ne voit pas, etc., etc. Donc pour ça, à la fin, on a fait plusieurs calculs et on a regardé un peu statistiquement qu'est-ce que ça donne. Donc en jaune plutôt doré et rouge plutôt orange. Donc là, vous avez les deux types d'inclusion. Et là, vous avez une figure. Là, maintenant, c'est un rapport arithmétique. Donc, quand c'est supérieur à 1, c'est tout ce qui est gris. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Par exemple, l'effet d'avoir mis des inclusions, ce n'est pas bon en termes d'énergie dissipée dans les structures. Et ici, si c'est gris ici et c'est supérieur à 1, ça veut dire que ce n'est pas avantageux pour la structure en termes de déplacement en top. Et donc, la seule partie qui est un peu positive pour la structure, c'est cette région qui est là. Et donc, l'idée dans ce projet-là, ce qui continue à travailler, c'est essayer de voir quelles sont les caractéristiques des signaux qui ont donné des réponses favorables pour la structure avec tout ce type d'analyse. Voilà. Et donc, il y a encore des choses à regarder, des analyses paramétriques à faire. Et donc, voilà, je vous laisse un peu les conclusions, que c'est ce que je vous dis au fur et à mesure de ce qu'on a regardé. Ma question concerne la modélisation des inclusions et c'est un peu plus général par rapport à ce qu'on a vu dans l'après-midi vis-à-vis des modèles numériques. La prise en compte de tout ce qui est frottement, contact qu'il peut y avoir entre les inclusions et le sol avoisinant sont des éléments qui peuvent amener peut-être un peu plus de dissipation, un peu plus de non-linéarité géométrique. Est-ce que ce sont des éléments qui sont pris en compte d'une façon ou d'une autre à cette échelle et puis à l'échelle locale quand on fait le zoom à ce niveau-là? Et oui et non. En fait, ici, dans ces grands modèles, c'est tout à fait envisageable parce que les inclusions ici étaient simulées avec des éléments solides. C'est un peu ce qu'a montré Mathieu tout à l'heure dans le benchmark. Et pas dans ces modèles Codaster, parce que nous on disait, même si ça donne de bons résultats, ça prend un peu de temps. Mais en utilisant un autre code qui a été développé depuis des années à Centrale Supélec, ou Centrale Paris à l'époque, donc sur GFDIN, on a fait des études dans lesquelles on a mis des interfaces au-dessus de la fondation et autour des inclusions. Et on voit, oui, un peu d'amélioration en termes de dissipation d'énergie et donc de transmission d'efforts dans la structure. Mais c'est pas non plus, ça ne change pas la moitié de ce que je veux dire. En restant dans des domaines où on n'est pas très non-linéaire. Pour qu'on arrive à avoir tous ces effets fusibles qu'on appelle en surface et même sur le frottement, il faut vraiment aller très, très loin en déformation induite. J'étais en train d'essayer de me rappeler une journée là, sur les métamodèles. Enfin, il y avait eu des discussions il y a très longtemps. Parce que, par exemple, là, on a des inclusions. Il y avait eu des expérimentations chez Vinci avec des puits pour voir si ça piégeait les ondes, etc. Là, dans les modèles, vous avez la source qui est assez loin du modèle des inclusions. Mais enfin, il y a quand même de la source aussi qui peut venir du bas.
des ondes sismiques de cisaillement et qui vont passer à travers les inclusions. Donc la structure, elle va subir aussi des efforts. Donc je pense qu'il y a certaines configurations où on ne va pas démontrer qu'il y a un amortissement, enfin, ou plutôt une... En fait, le problème des inclusions, si tu veux, il y a bon, ici, statistiquement, dans les essais qu'on a fait, c'est cette région-là, ce que tu parles. Ça veut dire que là, c'est plus endommageant d'ajouter des inclusions, parce que c'est une configuration qui dépend soit du séisme, et soit de la position de la structure dans les bassins. Donc voilà, ça c'est des choses que nous, entre guillemets, ça nous intéresse de voir. En général, pas ça, parce que bon, ça c'est bon, c'est plutôt identifier qu'est-ce qui se passe dans ces côtés-là. Tout à fait, parce que tu as des scattering qui peuvent apparaître aussi, donc ça veut dire que l'onde elle arrive, et peut-être aussi c'est bon pour notre structure, mais pas pour les voisins. Parce que là, on va aller les rejeter tous les ondes. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à regarder. Très bien, donc en clôture de cette journée de restitution du projet ANR Asiripus SDS, on a voulu faire une petite table ronde pour essayer de mettre en valeur et de nous questionner sur les apports des différentes approches qui ont été développées. Donc vous avez vu les modèles physiques, les modèles numériques, de la caractérisation aussi au laboratoire. Et pour ce faire, on a décidé d'inviter les praticiens du consortium et que je vais laisser se présenter après avoir présenté Jesus Pérez qui va animer avec moi cette table ronde. Donc si vous voulez bien, on fait dans l'ordre. Vas-y. Hubert Giraud, SNCF Réseau, direction technique, et je suis responsable d'un bureau d'études en conception. Et Fat Kouira, donc je suis directeur de TerraSol, donc un bureau d'études d'une centaine d'ingénieurs en géotechnique. Jérôme Racinet, donc directeur de l'ingénierie de l'entreprise Ménard, spécialisée dans les travaux d'amélioration et de renforcement des sols. Donc Cyril Simon, moi je travaille à EDF, juste à quelques centaines de mètres d'ici, département TEGG qui regroupe les compétences géosciences pour le groupe EDF. Voilà, alors pour commencer, on avait pensé aborder la question des différents ouvrages. Bon, on a plusieurs façons d'aborder les sujets, mais voilà. Et le premier ouvrage auquel on a pensé, c'est l'ouvrage de type linéaire. Et donc, voilà, la parole est à nos spécialistes, à nos panélistes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des apports de ce projet sur les ouvrages linéaires? Alors évidemment, on pense aux voies SNCF, enfin, il y en a d'autres. Hubert, peut-être? L'apport du projet pour les ouvrages linéaires, notamment au niveau, je dirais, de la partie peut-être modélisation, c'était de se rendre compte qu'il y a peut-être au sein de nos structures, je dirais, des différenciations de vitesse qui font peut-être que les phénomènes sont difficiles à appréhender et d'en voir vraiment, je dirais, l'impact sur la propagation et l'amortissement des ondes. C'est ce que moi j'ai cru en retenir pour l'instant, dans un premier temps. C'est ce à quoi je pense. D'accord. D'autres réactions? C'est clair, ça montre que pour ces installations-là, par exemple ferroviaires, il y a un effet fréquentiel et qui doit être appréhendé. Je dirais, à haute fréquence, on a des comportements qui s'éloignent beaucoup du comportement géostatiques. Moi, je vois une application de ce qui a été fait pour les voies ferrées, pas pour un ouvrage linéaire, mais pour des structures à machine, qui peuvent générer des vibrations, machines tournantes, etc. Donc c'est aussi important de savoir quel peut être le décalage en fréquence qui peut être lié à des inclusions. Après, voilà, tout au début du projet, moi, j'avoue, je m'attendais peut-être à une réponse, c'est-à-dire en termes de vitesse d'onde équivalente, on prorata de celle des inclusions et du sol. Donc, on n'en est pas encore là, mais peut-être que voilà, la poursuite du projet permettra d'aboutir à ce type de résultat qui serait facilement exploitable.
Ouais, c'est vrai que les questions posées étaient très simples, mais les réponses en termes d'homogénéisation, d'éléments spectraux, enfin l'utilisation de tous ces outils est pas courante encore dans l'ingénierie. Mais voilà, on essaye d'avancer un petit peu sur ce point-là. Oui, c'est la suite de la question, c'est plutôt de voir quelles sont les applications directes que vous voyez des approches de calcul, des éventuels AVAC qui ont pu être développés dans le cadre du projet, tout simplement des observations. Il peut y avoir des observations qui permettent de se dire cette configuration-là vaut mieux pas s'aventurer sur ce type de fondation, puisque Alors, je pense que parmi les apports très intéressants du projet pour nos applications, ce sont des applications généralement, on a des ouvrages qui sont très très lourds, avec des niveaux sismiques assez importants et pour lesquels on a des requis quand même assez sévères. Moi j'en vois plusieurs. Alors même si ce matin on a vu qu'il y avait encore des choses à creuser, qu'on n'a peut-être pas tout expliqué, ce qu'on va avoir, ça va être notre travail des mois qui viennent pour synthétiser tout ça et mettre des recommandations. Mais néanmoins, maintenant, je trouve que les travaux de Ramon, de Yuxiang sur la capacité portante sont très intéressants et pour nous sont applicables, même parce qu'on va pouvoir mettre en œuvre peut-être des études un petit peu. On n'hésite pas à mettre en œuvre des études temporelles s'il faut. Ce qui est aussi rassurant, je trouve, c'est ce qu'on a fait avec le benchmark, avec Terrasol et Central, où finalement on se dit, sur un cas qui ressemble à un cas réel, quand même 35 inclusions, un bâtiment assez lourd dessus, on est capable de dérouler une étude et on arrive à des résultats qui sont relativement cohérents. Ça, je trouve que c'est aussi de nature à nous rassurer sur notre capacité à dimensionner ce type de fondation. Donc, bon. Oui, alors là, c'était une fondation un peu exceptionnelle, un ouvrage un peu exceptionnel, mais sur les ouvrages à risque ordinaire, entre guillemets. Oui, disons que nous, on travaille plus chez Ménard sur des ouvrages un petit peu plus à risque normal, on va dire des bâtiments industriels avec juste des semelles superficielles, ou alors des bâtiments de logement 3, 4, 5 étages sur semelles filantes ou semelles isolées. Et donc nous, on fait déjà beaucoup d'inclusion rigide en zone sismique en France, sous ce type de bâtiment, avec matelas de répartition, ou d'ailleurs c'est parfois sans matelas de répartition. Et on a la recherche de méthodes un petit peu simplifiées pour ces cas un petit peu plus simples. Et ce qu'a présenté par exemple Yuxiang cet après-midi là, sur l'interaction, la réponse cinématique, la réponse inertielle par sous-structuration, des modèles un petit peu simplifiés, c'est ce qu'on recherche et ce qu'on attend. Et donc c'est ce qui semble possible, ce qui est possible de faire, finalement qu'on fait déjà plus ou moins, peut-être pas aussi élaboré depuis assez longtemps. Donc, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on n'a pas attendu Azeri Plus pour faire des inclusions rigides en zone sismique. Donc en fait, il y a déjà on va dire, des pratiques qu'on retrouve aujourd'hui dans les bureaux d'études, que ce soit en ingénierie, maîtrise d'œuvre, etc., ou en bureau d'études d'entreprise. Donc il y avait pas mal d'attentes pour voir dans quelle mesure ce qu'on pratiquait dans les bureaux d'études était valide, etc. Donc effectivement, pour des bâtiments courants, généralement, on est à des niveaux de fréquence faibles. Et là, globalement, tout ce qui avait été présenté tend à montrer que la réponse horizontale s'apparente, se rapproche de celle d'un sol non renforcé, c'est ce qui se fait dans les bureaux d'études. Et puis aussi que finalement, le fait d'homogénéiser, on va dire, avec des approches pseudostatiques pour appréhender le comportement vertical, était une hypothèse acceptable pour des faibles fréquences. Là, on a peut-être, il y a peut-être la capacité portante, il y a eu pas mal de choses. Ce qui manque, peut-être, c'est le transfert vers l'ingénierie. Ça veut dire aujourd'hui, pour cet aspect-là, portance, il n'y a pas forcément d'approche directement applicable qui se dégage. D'accord. Et alors, pour les ouvrages critiques, des ouvrages exceptionnels, alors donc pas les ouvrages courants qu'on vient d'évoquer. Je pense à Cyril, peut-être tu as un commentaire là-dessus. Est-ce que ces approches vont pouvoir être utilisées
du point de vue numérique, mais est-ce que les résultats qu'on a observés sur les modèles physiques sont aussi des éléments qui sont surprenants ou qui confirment ce que vous aviez en tête? Je pense sur les modèles physiques, ce qui a été fait en centrifugeuse, par exemple. Alors, je pense que le domaine d'application du coup de ce qui a été représenté en centrifugeuse est comment dire. Je pense que ce qu'on pourrait faire sous une centrale nucléaire, par exemple, serait d'une dimension plus importante que ce qui a été testé, mais néanmoins les méthodes développées, je pense, sont applicables. Sur les résultats, il y a peut-être certains points encore à éclairer, ce qu'a montré Charbel ce matin. Il y a peut-être encore certains points à creuser un petit peu pour appréhender ces problèmes d'amplification, par exemple, quand il y a des inclusions. Après, voilà, je pense que, alors peut-être que là j'anticipe une question postérieure, là. Je pense que là on est sur des taux de remplacement qui sont de quelques pourcents, assez faibles, avec des inclusions qui sont de faible inertie aussi, et je pense que c'est 99% des cas d'inclusion rigide, donc c'est très bien. Sous une centrale, je pense qu'on aurait des choses de plus forte inertie, avec un taux de substitution beaucoup plus important. Donc je pense que là, il y a un intérêt de savoir, mais finalement, est-ce que, par exemple, le fait de dire qu'il n'y a pas d'influence sur la raideur horizontale reste vrai? Voilà, ça c'est certaines des questions comme ça qui sont intéressantes à creuser. Ouais. D'autres commentaires? On donne la parole au public? Ouais. Voilà, donc on se pose des questions entre nous, mais on a pensé à un petit temps aussi, si vous avez des questions dans le public, à poser à nos spécialistes ici. D'ouvrages sur inclusion rigide dans des pays où il y a des vrais séismes. Et est-ce qu'on a du retour d'expérience post-sismique? Oui, enfin, je me permets de répondre, mais on a réalisé des inclusions rigides déjà dans des zones très sismiques. Donc on fait des inclusions rigides en Californie, au Chili, en Colombie, donc dans des pays très sismiques. Alors malheureusement ou heureusement, on n'a pas subi de séismes très importants. Alors il y en a eu au Mexique, en Californie. Ouais. Bon, il n'y a pas eu pas de dommages à noter sur des chantiers en inclusion rigide. Et la plupart du temps, ce sont des inclusions rigides qui sont non renforcées ou parfois juste fibrées. Voilà. Mais dans des zones qui sont très sismiques, hein, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut connaître en France. Donc on a des magnitudes au Chili, je pense, de 8 ou 9, voilà, avec des accélérations de 0,6 G. Voilà. Et donc on a déjà réalisé des inclusions dans ce type de pays. Vous citez aussi le cas de Riant-Thérian, qui est le point de... Ouais. L'ouvrage de référence, c'est un pan dans une zone de forte sismicité. Et la solution à inclusion rigide a été recherchée volontairement pour permettre de mettre en évidence cet effet fusible qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, mais voilà. Donc ça permet, c'est ce qui a permis en fait d'isoler l'ouvrage de la superstructure et tout en améliorant, limitant le tassement, en améliorant la capacité portante. Et ce pont-là a déjà subi un séisme. Ça a été mis en service en 2004 et il y a eu un séisme en 2008. Et il était pensé pour pouvoir autoriser un déplacement de l'ordre du mètre. Et il me semble de mémoire, le séisme qu'il a subi en 2008, ça a généré un déplacement de l'ordre d'une trentaine de centimètres. Donc, et après, notre RASOL a eu à mettre des inclusions dans une zone de forte sismicité. C'était au Koweït, forte sismicité parce que l'ouvrage est important. Yes. Donc, c'est des réservoirs, des bacs de stockage assez lourds, de grande dimension. Et donc, qui étaient habituellement fondés sur pieux dans la région et qu'on a varianté en inclusion rigide, non armée. Et là, la solution inclusion rigide a permis d'optimiser dans des proportions significatives la réponse sismique de l'ouvrage, mais surtout aussi a permis d'optimiser les délais de réalisation. Donc, comment on supprime la connexion avec la superstructure. Bonjour à tous, Myriam Komakam, GEOS. J'aimerais poser la question dans les bureaux d'études d'ingénierie. On a l'habitude d'appliquer les dimensionnements un peu forfaitaires en termes d'épaisseur de matelas,
dans les ondes sismiques en termes de débord. Est-ce qu'avec les travaux dans le cadre d'Azeri+, est-ce que ces recommandations seront reconduites? Est-ce qu'on a un retour d'expérience sur leur efficacité ou on continue d'appliquer Non, oui, c'est une bonne question. Voilà. Donc, oui, bon, il y a beaucoup de résultats. Enfin, le projet est très riche en enseignement, mais il faudra en faire la synthèse dans Azeri+, avec des recommandations. Donc ça, ce sera là, je pense, où on décidera de ce qu'on doit faire pour le matelas de répartition, sachant qu'en pratique, c'est pas toujours évident de faire un débord de matelas par rapport à la semelle. La plupart du temps, oui, on peut pas faire ce débord. Enfin, c'est la façon d'exécuter la semelle, de venir la couler ensuite en place, qui fait que si on fait un débord, on est obligé ensuite de coffrer la semelle. Donc, il y a aussi des problèmes d'exécution qui peuvent être créés par ce débord de matelas. Donc, faudra s'intéresser de savoir s'il est vraiment nécessaire, effectivement. Et puis après, il y a le mettre en œuvre, qui pose parfois problème. On est même confronté même avec le maître d'ouvrage pour le convaincre de. C'est ça, parce que par manque de Rex. Tout à fait. Et puis il y a aussi le fait que si la nappe est en surface, après on a aussi des difficultés à réaliser ce matelas, venir le compacter. Et on peut parfois se poser la question de est-ce qu'on va pas venir créer un problème en statique, c'est-à-dire générer des tassements sous chargement statique, en mettant en œuvre un matelas de répartition mal compacté qui est censé justement être utile dans quelques années s'il y a un séisme. Voilà. Donc la question du matelas est très importante. Effectivement, cette question n'a pas été, aujourd'hui, dans les résultats directement disponibles, c'est pas quelque chose qui a été clairement identifié vis-à-vis des problèmes posés dans les bureaux d'études aujourd'hui. Ça veut dire, typiquement, est-ce qu'il faut encastrer ou pas? Dans quelle mesure, on va dire, j'impacte les conditions de stabilité sismique s'il n'y a pas d'encastrement dans le matelas, des inclusions dans le matelas? On a fait des études paramétriques, mais ça reste des calculs, des modélisations. Avec et sans encastrement, bon, la raideur ne change pas, les conditions de stabilité de poinçonnement en tête, évidemment, ils changent. Et la question de débord aussi, là, il y a un vrai sujet, et c'est pas anodin, c'est pas négligeable. L'effet, en tout cas, sur le plan théorique, il est pas négligeable, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus la phase de recommandation qui va nous permettre de nous remettre en question et de voir dans quelle mesure on pourrait prélever cibler des résultats parmi ceux qui ont été présentés ce matin, de manière à éclairer sur ces questions-là. Avec, si possible, peut-être une approche graduelle en fonction de l'intensité du séisme, des dispositions constructives qui peut-être qui puissent varier en fonction de l'intensité du séisme. Oui, c'est ce qu'il y a déjà. Tout à fait. Pour cette question-là, il n'y a pas qu'une seule réponse. Il faut être capable d'avoir plusieurs solutions possibles et imposer des dispositions forfaitaires de ce type-là est contre-productif parce que en fonction des conditions, on peut pas forcément le faire. Donc il y a intérêt à avoir un panel de solutions. Puis avec double critère, pratique. Exactement. Est-ce qu'il faut armer? On peut très bien faire des armatures, mettre un matelas plus ou moins épais. On voit aussi qu'un matelas trop épais crée des problèmes en statique. Parce qu'il y a des déformations, on a moins de confinement, donc on est moins efficace, il est moins efficace. Donc il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Après, il y a clairement là, séparer la situation. On a un élément structural, c'est un radier avec la présence d'infrastructures, il est suffisamment raide en flexion, ou le cas où on n'a pas d'élément structural, c'est-à-dire un remblai directement sur inclusion. Le rôle du matelas n'est pas du tout le même. Ça veut dire, dès qu'on met un élément structural, au fait, les effets de concentration de charge en tête d'inclusion se fait essentiellement par élément structural. Et donc le rôle du matelas sera essentiellement vis-à-vis de la charge horizontale, par exemple. Et là, il n'y a pas forcément un intérêt à l'épaissir à tout prix, en tout cas pour des niveaux de sismicité courants, quoi. Alors moi, je voulais juste faire peut-être un petit commentaire sur ce qu'a dit Cyril. Je suis pas exploitant EDF et ni autre compagnie. Je vois déjà le mal. Alors c'est pas du tout la même chose, mais sur des structures et des réacteurs nucléaires sur pieux, il n'y en a pas 36 000 dans le monde. Avant qu'on fasse un réacteur sur inclusion rigide, je pense qu'il va y avoir encore quelques années avant que ça soit fait.
sur des bâtiments, alors, entre guillemets, conventionnels, comme l'exemple de d'Iceda, ça peut effectivement se faire. Le réacteur, et en plus un EPR, ou alors il faudra peut-être simplifier au niveau masse, mais je suis pas sûr que... Enfin, là, peut-être je m'avance, mais de mon vivant, je suis pas sûr que j'en verrai un, mais voilà. Peut-être que tu auras des surprises. Donc, il y avait la question du matelas qui a été posée, donc sans doute il va y avoir des questions qui vont apparaître aussi en lien avec d'autres éléments. Donc la question que l'on pourrait se poser, si aujourd'hui vous avez décidé du programme d'un série 3, ou avec un autre nom qu'il faudra décider, quels seraient pour vous, on va dire, les sujets sur lesquels il faudrait mettre l'accent pour une troisième version du projet? Oui, non, j'en avais un petit peu parlé. Moi, je pense effectivement des éléments de forte inertie, fort taux de remplacement et potentiellement inclusion flottante. Mais ça, c'est peut-être moins primordial. Mais je pense les éléments de forte inertie. Plus, moi, ce serait un petit peu l'opposé, mais penser plus aux semelles de dimension un petit peu plus plus faibles, des semelles de 2x2, 3x3 qu'on voit classiquement sous les bâtiments industriels, sur 2, 3, 4 inclusions, et puis étudier le cas avec matelas, mais aussi sans matelas de répartition, on en parlait un petit peu avant. Donc ça pourrait faire l'objet effectivement d'un méta-ASIRI, de creuser un petit peu plus ce sujet pour valider, une fois pour toutes, des méthodes un petit peu simplifiées, donc avoir un transfert vers l'ingénierie à partir de ces études-là. Donc des cas effectivement de fort taux de substitution, donc ça n'a pas été regardé. Et puis aussi, au fait, il y a un certain nombre de modèles qui ont été mis en place, par exemple les macro-éléments qui ont été évoqués ce matin. Je pense qu'il y a une suite à donner à ces travaux-là. C'est-à-dire il faut les faire parler, ces outils, une fois calés, pour faire des études paramétriques à très grande échelle, c'est-à-dire s'en servir pour dégager des abacs qui permettent de dire, par exemple, globalement, l'ordre de grandeur, quel intérêt j'ai à mettre en place des inclusions rigides en fonction, par exemple, de rapports de période, en fonction de rapports d'élancement, de la structure. Donc, il y a une suite déjà, peut-être qui peut être assez rapide, peut-être pendant la phase de rédaction, c'est-à-dire exploiter les modèles pour en tirer, par exemple, des tendances ou des abacs, en faisant varier un certain nombre de paramètres adimensionnels. Donc, essayer parce que aujourd'hui, on pourrait toujours produire des modèles plus ou moins sophistiqués, mais il faudrait toujours avoir de quoi juger de la pertinence du résultat, donc avoir des ordres de grandeur ou des points en statique, on en a. Sous séisme, c'est pas toujours le cas, donc il faudrait qu'on puisse fournir à l'ingénieur un point de repère. On sait que l'ordre de grandeur, c'est de temps en matière par exemple, d'allongement de la période, en matière de répartition des efforts en tête, etc. Donc c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui, en tout cas à l'instant T, mais peut-être c'est quelque chose sur lequel on pourrait avancer pendant la phase de rédaction. Et pour les infrastructures linéaires, alors peut-être pas pour aller à l'encontre de ce que disait Cyril, mais par rapport à ce qui venait d'être dit précédemment dans le public, je pense qu'au niveau de l'entreprise SNCF Réseau, les inclusions flottantes, je pense qu'on n'est encore pas prêt à y aller. Je pense qu'il y a pas mal de choses à réfléchir au niveau du matelas, et notamment vis-à-vis de l'exécution, parce que on se rend compte que dans la théorie, on a des approches qui sont très intéressantes, qui apportent des résultats. Cela étant, il ne faut pas qu'elles soient trop décorrélées de l'exécution. Et souvent, quand on est en exécution, il y a des façons de faire qui peuvent peut-être atténuer l'apport du matelas. Des réflexions sur les débords me sembleraient peut-être intéressantes, ou débords au niveau des maillages d'inclusion à réfléchir. Sachant que, en effet, quand on a un remblai au-dessus d'un matelas de répartition, je pense que le matelas ne se comporte pas de la même façon que, comme ça a été dit précédemment, sous un radier en termes de matelas sous bâtiment ou sous radier. Donc ce serait plutôt dans cette voie-là qui me semblerait, que nous on a des intérêts et des envies et des besoins. Et peut-être juste pour compléter les effets cinématiques. Donc là, on a aussi exploré ce sujet-là. Ce qui se dégage de ce qui avait été présenté par Yoxiong en fin de journée, là, c'est que globalement, dès qu'on va commencer à avoir des contrastes de rigidité importants, et on a
c'est souvent des contrastes de rigidité importants, notamment des contrastes intermédiaires, les modèles PY, les modèles de courbe de transfert sont mis en défaut. Et la solution, c'est pas de dire qu'il faut faire à tout prix ou généraliser l'usage des modèles dynamiques, mais là aussi, ça peut être une suite. Ça veut dire faire parler à grande échelle des modèles dynamiques, en tout cas un peu plus élaborés, pour voir dans quelle mesure il faudrait améliorer les modèles PY de manière à ce que ça reste compatible avec la pratique quotidienne de l'ingénieur. Donc ça aussi, ça peut être... les effets cinématiques, c'est aujourd'hui, c'est les conséquences, quand on parle d'inclusion, c'est pas 5 inclusions ou 7 inclusions, comme on a vu ce matin. En fait, c'est un très grand nombre d'inclusions. On parle par exemple des radiers de grande dimension, des anthropologistiques. La question de dire ferrailler ou pas ferrailler, c'est une question essentielle. Et ça se joue sur, par exemple, souvent, c'est pas tant les effets inertiels, c'est les effets cinématiques et la façon dont on va appréhender les contrastes de rigidité. Donc là, il y a un enjeu technico-économique qui n'est pas négligeable par rapport à la compétitivité de la solution inclusion rigide. On lance un autre débat ou Vous voulez? On a encore une autre question qui peut être intéressante. C'est maintenant on a déjà des ouvrages. Certains des ouvrages, en statique, c'est tous les jours. En sismique, certains ils ont déjà suivi des séismes. Malheureusement, on n'a pas forcément de l'instrumentation en place. Est-ce que il vous semble quelque chose de possible ou à encourager, en fait, dans les futurs ouvrages à construire, de manière à les équiper avec des instrumentations qui nous permettent de valider avec les temps les approches de conception ou avoir tout justement des informations pour pouvoir lancer dans les futurs des programmes de recherche. Alors je commence toujours, peut-être pas poli, mais je dirais si c'est pour effectivement valider nos méthodes de dimensionnement, oui. Si après c'est à visée de surveillance, un peu comme une méthode observationnelle par exemple, là il peut y avoir des difficultés qui sont que une fois que la structure est bâtie sur les fondations, on peut plus aller changer les capteurs. Donc voilà, je distingue bien les deux usages de l'instrumentation pour effectivement apporter des éléments pour la science et puis valider nos méthodes de dimensionnement. Je pense que c'est une bonne chose. On a mis en place une instrumentation sous ICEDA donc depuis 2003 ou 2004, je sais plus exactement, qui fonctionne encore pour une bonne partie. Donc oui, c'est faisable. Par contre, effectivement, faut pas compter là-dessus pour dire je continue à exploiter mon bâtiment ou pas, parce que si je perds mes capteurs, c'est un peu embêtant, on peut pas les remplacer. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, je pense que ce serait une bonne idée. C'est certainement adapté à certains types d'ouvrages, comme vous pouvez avoir chez EDF. Alors, sur des ouvrages plus modestes, je pense que ce serait plus compliqué parce qu'il faut trouver quelqu'un qui paye l'instrumentation, je pense. Quelqu'un aussi, je pense, qui entretienne l'instrumentation, qui la maintienne. Enfin, on voit qu'on a du mal à instrumenter quand même nos ouvrages, même pour des charges statiques. Enfin, c'est l'impression que moi j'ai, sauf, on va dire, pendant les travaux, c'est possible, mais après, avoir une instrumentation pérenne sur la vie de l'ouvrage, c'est plus compliqué, sauf, je pense, sur des ouvrages d'envergure. Enfin, on va dire. Je pense. Moi, je pense que c'est incontournable, c'est indispensable. Toutes les règles aujourd'hui qu'on pratique pour les semelles ou pour les pieux, on les doit pas à des simulations numériques, etc. On les doit à des ouvrages instrumentés. Et c'est ce qui permet peut-être de calmer parfois un peu on va dire, c'est-à-dire si on se met à regarder ce qui se passe autour d'un pieu, autour d'une semelle, ne serait-ce que le déplacement horizontal sous l'effet d'un chargement vertical d'une semelle superficielle, il y aura à boire et à manger. Mais aujourd'hui, néanmoins, on a des règles assez simples qui permettent de prédire avec un bon niveau de fiabilité le placement d'une semelle superficielle. Et pourquoi on y croit, pourquoi on a confiance, c'est parce que on a suivi les ouvrages. Je pense qu'il faut vraiment le faire. C'est un investissement évidemment à long terme. Ça veut dire qu'il faut se donner quelques ouvrages type. Et ça, c'est plus la responsabilité des organismes publics. Mais je pense qu'il faut vraiment le faire. C'est un investissement pour les générations futures. Parce qu'à mon avis, les inclusions,
l'avenir est prometteur. Oui, et puis je pense que moi je vois un autre intérêt aussi de l'instrumentation, c'est-à-dire que souvent quand on fait des projets, on a une acquisition géotechnique qui est ce qu'elle est, on a des connaissances du site qui est ce qu'il est, et puis à côté on a des méthodes de dimensionnement, et puis pour caler, pour se rendre compte si en effet au droit de la zone considérée, je dirais un plot d'essai, et me semble-t-il instrumenté, peut avoir des intérêts notables sur à long terme la pérennité. C'est vrai que conserver de l'instrumentation par contre dans une infrastructure, on a quelques difficultés, nous, enfin c'est des choses qu'on pratique, mais on se rend compte que maintenir dans le temps opérationnel, qu'il n'y ait pas de détérioration malheureuse, c'est souvent très délicat. Et en effet, je pense qu'il faut décorréler l'aspect vérification des modèles, calcul, conception, de l'aspect impact sur le suivi et l'exploitation de l'ouvrage, quoi. Parce que nous, c'est un peu pareil, sur une LGV, on peut difficilement aller sous la LGV et faire des travaux. Une fois qu'elle est conçue, on fait plus rien dessous, quoi, en théorie. D'accord. Très bien, merci. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter. D'abord, moi je tiens à remercier les panélistes d'avoir joué le jeu. Hein. Bon, les questions n'étaient pas du tout préparées à l'avance. Hein. Voilà, bien sûr. Et puis je tiens absolument à remercier Nathalie Dufour et le CEREMA qui nous ont accueillis ici sur le campus d'Aix-en-Provence, donc le CEREMA Méditerranée, voilà, pour être précis. Et donc pour ce qui nous a permis d'avoir un cadre très agréable pour cette journée dans cet amphi avec des échanges riches et fructueux, j'espère, pour chacun d'entre vous. Et voilà, je vous remercie tous. Et comment ? Oui, vas-y Nathalie. Nathalie va nous rajouter un petit mot. Oui, j'aurais voulu remercier en particulier donc Hélène, Laurent et Muriel et Carole qui ne sont pas là, je pense, qui ont participé activement à ce que cette journée soit le mieux possible et je pense que ça est réussi. Et puis encore merci d'être venus aussi nombreux et d'avoir participé à cette journée de clôture. Merci Nathalie. Merci beaucoup.